Chaque fois qu'une personne clique pour extraire une simple archive téléchargée sur Internet, Ouais, elle ouvre potentiellement l'une des portes dérobées les plus vulnérables de sa machine. c'est clair, c'est un geste qu'on fait tous sans y penser. Bah oui, c'est une action répétée des dizaines de fois par semaine, de manière totalement mécanique, presque invisible, quoi. Complètement. Pourtant, sous la surface, sécuriser cette toute petite fraction de seconde, ça nécessite aujourd'hui une véritable forteresse de cryptographie. Et de protection de la mémoire, oui, pour éviter une compromission totale du système. C'est ça. Et ben, c'est le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir avec moi pour décortiquer NanaZip, un logiciel qui repense totalement la compression et l'extraction sous Windows. Je suis ravie d'être là. Et tu sais, c'est un cahier d'études assez fascinant en ingénierie logicielle, en fait. Ah oui, ouais. Ouais, parce que l'industrie a souvent tendance à considérer les utilitaires d'archivage comme des outils acquis, tu vois, genre des reliques du passé qui n'ont plus vraiment besoin d'évoluer. Bah, le fameux WinZip ou les 90 jours d'essai éternel de WinRAR, on a tous connu ça. C'est ça. Sauf que l'écosystème autour d'eux, il a changé. Les systèmes d'exploitation, les architectures matérielles ont subi des mutations profondes. Bien sûr, Donc, analyser NanaZip, c'est comprendre comment on peut prendre un moteur de compression historique et le forcer à épouser les standards de développement et de sécurité d'aujourd'hui, quoi. tout à fait. Et pour mener cette analyse, notre méthodologie repose sur une série de tests vraiment rigoureux. L'examen s'est concentré sur le dépôt de code GitHub officiel de l'équipe M2 Team, sur les spécifications techniques du site officiel du projet et sur des articles d'analyse de code. Des tests très complets, oui. L'objectif, il est super clair. Comprendre les mécanismes qui ont permis à un développeur indépendant de moderniser ce qui était autrefois 7-zip pour en faire une application native Windows 11. Ouais, Et le fil conducteur de toute cette évolution, on doit insister dessus, c'est l'ADN fondamentalement open source du projet. absolument. C'est ce caractère open source qui a rendu cette transformation techniquement et légalement possible en fait. Cette nature open source, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. Sans la licence libre de cette zip, qui a initialement popularisé l'algorithme LZMA d'ailleurs, le concept même d'un fork comme NanaZip n'aurait tout simplement pas pu voir le jour. Un fork, donc une bifurcation du code, c'est ça? C'est ça. Le développement logiciel moderne s'appuie énormément sur cette capacité à bifurquer. Un développeur peut estimer que le projet d'origine avance trop lentement sur l'interface utilisateur, par exemple. Ce qui était un peu le cas de cette zip, on va pas se mentir. Ouais, l'interface faisait très Windows 98. Du coup, le développeur décide de copier le code source pour créer une nouvelle branche avec une vision différente. Analysons cela en détail, parce que c'est une démarche super pragmatique. Le code source de 7-zip est reconnu pour sa robustesse mathématique. Son moteur est quasiment indestructible, mais bon, son intégration système accusait un retard technique énorme par rapport aux API modernes de Microsoft. Ouais, le moteur d'une vieille voiture fiable dans un châssis aérodynamique de dernière génération. C'est une super analogie. Et NanaZip prend donc ce noyau dur et réécrit toute la couche de communication avec le système d'exploitation. Ce qui est remarquable, c'est que la philosophie open source, elle va jusqu'au modèle de distribution. Ah oui, le système de contribution sur GitHub. Ouais. Les tests montrent qu'il existe une édition sponsor sur le Microsoft Store, facturée pour soutenir le projet. Mais cette même édition, elle est délivrée gratuitement à toute personne ayant soumis une contribution validée sur le dépôt GitHub. C'est brillant. C'est une incitation directe à l'amélioration collective du code, tu trouves pas? Ça crée un vrai cercle vertueux. Au lieu de fermer le code pour monétiser une interface modernisée, le projet récompense l'audit et l'optimisation par les pairs. Ouais. Et cette réécriture de la couche de communication avec l'OS dont tu parlais, elle se manifeste d'abord par la résolution d'une des plus grandes frictions ergonomiques de ces dernières années. Le fameux menu contextuel. Voilà, la gestion du menu contextuel. Abordons ce point technique parce que c'est indéniablement le changement le plus visible au quotidien. L'interface de Windows 11 a radicalement modifié la façon dont les menus du clic droit sont gérés. Ouais. Microsoft a décidé d'enfouir la majorité des options des applications tierces derrière un sous-menu supplémentaire. Le fameux afficher plus d'options. C'est un clic de plus à chaque fois, c'est épuisant. Mais NanaZip se distingue vraiment ici. Le point fort du logiciel, et c'est un truc sur lequel on doit vraiment insister, c'est qu'il offre l'accès en un clic droit à l'intégralité du menu contextuel directement dans l'explorateur Windows 11. Ce qui change la vie. Mais comment ce logiciel parvient-il à contourner cette restriction imposée par Microsoft là où tant d'autres outils échouent? Pour saisir la subtilité, en fait, il faut regarder l'histoire des extensions du shell de Windows. Ok. Historiquement, depuis Windows 95, les applications tierces injectaient leur propre bibliothèque dynamique, des fichiers DLL, directement dans le processus de l'explorateur pour afficher leurs options. Le problème, j'imagine, c'est que si la DLL du compresseur est mal codée, ça fait tout planter. Voilà. Ça faisait planter tout l'explorateur Windows.
Donc pour stabiliser le système avec Windows 11, Microsoft a déprécié cette méthode un peu archaïque. D'accord? Ils imposent désormais de passer par des objets comme structurés et des identifiants d'application très stricts. Donc, en d'autres termes, Microsoft a fermé l'accès libre au clic droit pour des raisons de performance et de stabilité. C'est ça. Les développeurs ne peuvent plus bidouiller le registre pour forcer l'affichage de leurs options. Et c'est là que NanaZip tire son épingle du jeu, non? Complètement. Le développeur n'a pas cherché à pirater l'interface. Il a implémenté le standard moderne qui s'appelle eExplorer Command. eExplorer commande, d'accord? Le logiciel s'enregistre proprement auprès du système comme une application native certifiée. L'OS lui accorde donc le privilège d'afficher ses options au premier niveau. À donc obtenir cet accès en un clic droit à l'intégralité du menu contextuel. C'est pas un hack en fait. Pas du tout, c'est la récompense d'une ingénierie logicielle qui respecte scrupuleusement les nouvelles règles de Microsoft. Le gain de productivité pour un professionnel qui manipule des dizaines d'archives par jour, il est phénoménal. Et cette volonté d'intégration native, elle se reflète aussi dans la couche visuelle. Les tests du code source révèlent l'utilisation approfondie des bibliothèques XAML modernes. Ouais, visuellement, c'est très propre. On note la prise en charge native du mode sombre sur tous les éléments de l'interface, mais aussi l'implémentation de l'effet Mica. L'effet Mica, c'est ce matériau de design de Microsoft, non? Ouais, ça permet à la fenêtre de l'application de fusionner un peu subtilement avec le fond d'écran du bureau en calculant la transparence sans surcharger la carte graphique. C'est particulièrement immersif quand le mode sombre est activé et que le rendu HDR est désactivé. Mais l'ergonomie, elle s'arrête pas à la transparence des fenêtres. Il y a un raffinement logique dans la manipulation des fichiers, notamment avec la fonction d'extraction intelligente, la Smart Extraction. Ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant d'un point de vue algorithmique. Parce que quand on extrait une archive classique, on prend souvent le risque de voir des dizaines de fichiers s'éparpiller partout sur le bureau. L'enfer. Ouais, ce qui oblige ensuite à tout regrouper à la main. La logique de la Smart Extraction modifie ce comportement par une vérification préventive. C'est-à-dire? C'est comme un majordome super organisé. Si on lui donne une valise avec un seul gros objet dedans, il le sort directement. Ok. Mais si la valise contient plein de petits objets en vrac, il crée un dossier proprement rangé pour éviter de tout éparpiller. En fait, le logiciel lit la table d'allocation interne de l'archive avant d'écrire quoi que ce soit sur le disque. Et s'il détecte de multiples fichiers à la racine, il génère un dossier au nom de l'archive. Voilà. Il redirige le flux d'extraction à l'intérieur. C'est un excellent exemple d'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée. L'utilisateur a plus besoin d'ouvrir l'archive avant pour inspecter sa structure. La machine prend la décision logique à sa place. C'est du génie. Mais au-delà de l'extraction de simples fichiers zip ou rares, ce qui retient l'attention dans les tests, c'est la profondeur de la prise en charge des formats. NanaZip se limite pas à la compression traditionnelle. Ah non, les tests mettent en évidence l'intégration d'algorithmes de pointe qui viennent du web et de l'infrastructure serveur. On trouve notamment le support de Brotli et de Z-Standard. C'est pas des formats de bureau, ça. Bah non! Brotli, par exemple, ça a été développé par Google spécifiquement pour accélérer le chargement des pages web. Ouais. L'algorithme embarque un dictionnaire statique avec des dizaines de milliers de mots et de balises HTML super fréquents. Donc au lieu de compresser le mot JavaScript lettre par lettre, il y fait simplement référence via un code ultra court. D'accord. Et intégrer un décodeur pareil dans un utilitaire de bureau, ça transforme NanaZip en un outil de débugage pour les développeurs web. Et cette dimension d'outil pour développeurs, elle est renforcée par la capacité à lire des formats très spécifiques. Lesquels, par exemple? Les tests mentionnent la lecture des binaires web assemblés, les fameux fichiers WASM, ou encore la décompilation des archives Electron ASR. Ah ouais, Electron. Aujourd'hui, énormément d'applications de bureau sont en fait des applications web encapsulées avec le framework Electron. Pouvoir faire un clic droit sur ces paquets et en inspecter un code source en texte clair sans outils supplémentaires. Juste avec son archiveur. Voilà, c'est un atout indéniable pour l'analyse de sécurité ou le reverse engineering. Et justement, l'aspect sécurité, il est omniprésent dans le développement de cet outil. Les notes de version font état d'une implémentation massive d'algorithmes de cryptographie. Le logiciel intègre le calcul d'empreintes numériques, comme le SHA-256, le Blake2B, ou encore le Ghost via des bibliothèques super rapides comme RH et XXH. Mais l'intérêt technique ici, c'est la manière dont c'est codé. Au lieu de compiler ses propres librairies mathématiques, qui pourraient d'ailleurs contenir des failles, Ce qui arrive souvent. Bananas fait appel à l'API CNG. La cryptographie Next Generation de Windows, c'est ça. C'est ça, c'est un choix d'architecture fondamental. Ça signifie que le logiciel délègue les calculs cryptographiques directement au système d'exploitation. Si ton processeur a des instructions matérielles dédiées pour accélérer le chiffrement, l'API CNG les utilisera automatiquement.
Ah, malin! Et puis ça garantit que les algorithmes répondent aux certifications de sécurité gouvernementale, puisque c'est le noyau Windows certifié qui fait le boulot. La vérification de l'intégrité des fichiers devient presque instantanée du coup, ce qui est indispensable pour se prémunir contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement, où des fichiers d'installation légitimes sont remplacés par des versions compromises sur les serveurs. Absolument. Et ce pont vers la sécurité, ça nous amène à la partie la plus impressionnante des tests de code. Parce que l'interface fluide et, on le répète, l'accès en un clic droit à l'intégralité du menu contextuel, ça accélère considérablement l'extraction. Oui. Mais une question un peu candide se pose. Cette rapidité d'exécution, elle peut encourager des comportements à risque, non? Les gens pourraient décompresser des pièces jointes malveillantes sans réfléchir. Pourquoi un simple compresseur a-t-il besoin de mesures de sécurité dignes d'un coffre-fort de banque? Si on relie ça à la situation globale, un logiciel qui manipule des données compressées d'origine inconnue, c'est une cible de choix pour les attaquants. C'est logique. Les formats d'archives sont complexes, une archive mal formée, conçue spécifiquement pour provoquer un débordement de mémoire tampon lors de sa lecture, ça peut permettre d'exécuter du code arbitraire sur la machine. Et comment NanaZip empêche ça? Pour contrer ça, le projet compile ces binaires avec la protection CFG, ou Control Flow Guard. Alors, le Control Flow Guard, pour clarifier, c'est une technologie de Microsoft qui cartographie toutes les destinations valides vers lesquelles le code d'un programme est autorisé à sauter en mémoire. C'est ça. Donc si une archive piégée tente de forcer le programme à sauter vers une zone mémoire non autorisée pour y exécuter un virus, le CFG détecte l'anomalie et tue instantanément le processus. Avant même que l'infection n'ait lieu. Mais c'est juste un premier bouclier. Attends, il n'y a plus. Ouais. Les tests révèlent une protection matérielle encore plus avancée, la compatibilité avec la technologie Intel CET et plus spécifiquement le Shadow Stack. Le Shadow Stack. C'est une réponse directe aux attaques de type ROP pour Return Oriented Programming. Comment ça marche une attaque ROP? Dans une attaque ROP, le pirate ne tente pas d'injecter du nouveau code. Il se contente de manipuler la pile d'exécution en modifiant les adresses de retour. Il assemble des petits morceaux de code légitimes déjà présents dans la mémoire pour créer une chaîne d'actions malveillantes. Et donc le Shadow Stack vient bloquer ça. Le concept est brillant de simplicité en fait. Le processeur crée une deuxième pile d'exécution, une pile fantôme, qui est physiquement isolée et protégée. Voilà. Et elle enregistre uniquement les adresses de retour légitimes. À chaque étape, le processeur compare la pile principale avec le Shadow Stack. Si une archive mal formée a réussi à modifier une adresse, la comparaison échoue et boum, le processeur déclenche une exception matérielle qui stoppe l'attaque nette. Activer cette compatibilité par défaut, ça montre un niveau de maturité en sécurité assez rare dans des projets indépendants, tu trouves pas? C'est du niveau entreprise. Il y a aussi une gestion très intelligente de la sécurité des fichiers une fois extraits. Le logiciel gère parfaitement la mark of the web. La marque du web, ouais. C'est un flux de données alternatif dans le système de fichiers NTFS. Quand on télécharge un fichier depuis Internet, le navigateur lui attache cette balise invisible. Si une archive contenant des exécutables est téléchargée, NanaZip propage cette balise à tous les fichiers extraits. Ce qui est indispensable. Ouais, comme ça, le filtre Smart Screen de Windows reste actif et alertera l'utilisateur si un de ses exécutables tente de se lancer. L'outil ne brise pas la chaîne de sécurité. C'est très propre. D'ailleurs, pour les pros de notre auditoire, toutes ces configurations de sécurité peuvent être standardisées via des stratégies de groupe, les fameuses Group Policies. Très utile pour les administrateurs système. Ah oui, quand on gère des milliers de machines, il faut tester ces stratégies avant de les déployer. Restreindre les formats, activer les profils de sécurité, tout ça requiert des environnements de pré-production isolés. On teste pas en production, hein. La règle d'or. Et c'est dans ce contexte que la location de serveurs virtuels dédiés devient pertinente. Selon les tests d'infrastructure qu'on a pu observer, utiliser des hébergeurs robustes comme Contabo ou Infomaniac permet de monter des domaines Active Directory de test à moindre coût. Pour simuler le déploiement de NanaZip, Voilà. Les administrateurs peuvent y tester le comportement du Shadow Stack et valider les processus d'installation sans risquer d'impacter le réseau de l'entreprise. et le déploiement, justement, c'est un aspect technique qui mérite d'être détaillé. Pour distribuer un outil aussi intégré au système, tout en conservant une installation propre, le projet s'appuie sur le format MSX proposé par le Microsoft Store. Le format MSX, c'est une technologie de containerisation, c'est ça, hein? Oui, traditionnellement, un installateur dispersait des fichiers un peu partout sur le disque dur et écrivait des dizaines de clés dans le registre. Ce qui finissait par ralentir tout le PC. Avec le temps, le format MSX, lui, encapsule l'application. Elle s'installe proprement,
Elles bénéficient de mises à jour fluides gérées par le store et surtout elles se désinstallent sans laisser le moindre résidu. Le rêve. Mais j'imagine que cette méthode impose des compromis. Ah bah oui, des compromis architecturaux sévères. Les tests analysent les limitations liées au store. Pour garantir la sécurité globale, les applications MSX tournent dans un environnement partiellement virtualisé. Le système de fichiers et le registre vu par l'application sont redirigés. C'est le VFS, le Virtual File System. Concrètement, ça veut dire quoi pour l'utilisateur final? Concrètement, ça veut dire que NanaZip ne peut pas modifier directement certains répertoires sensibles, comme le dossier AppData. Ces opérations d'écriture sont capturées et redirigées dans le container sécurisé de l'application. D'accord. Une autre limitation signalée dans les tests concerne les opérations de maintenance de bas niveau. Si on démarre un PC en mode sans échec pour nettoyer un virus, les applications MSX, dont NanaZip, refusent de se lancer. Oui, l'infrastructure de virtualisation du store n'est pas chargée dans ce mode minimaliste. Pour un outil de compression souvent utilisé en situation de dépannage, c'est une contrainte sérieuse. C'est pour ça que le projet propose aussi une distribution portable pour des usages spécifiques. Elle n'utilise pas le conteneur MSIX. Elle est pensée pour les environnements de récupération, les serveurs sans interface graphique, et nos tests montrent même qu'elle tourne très bien sous Linux via des couches de traduction comme Wine9.x. Le projet couvre vraiment tout le spectre. Des particuliers jusqu'aux serveurs d'entreprise. Et dans cette recherche d'une couverture globale, il y a un effort technique souvent négligé dans le monde de l'open source qu'il faut souligner, l'accessibilité. Ouais, la conformité à la section 508. Exactement, enfin, tout à fait. Le code source de NanaZip a été structuré pour répondre aux exigences de la section 508. C'est un standard strict qui garantit que l'interface peut être lue et manipulée par des technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes. Obtenir cette conformité, ça implique un balisage méticuleux des éléments de l'interface. Ça prouve que la refonte n'était pas seulement esthétique, mais vraiment structurelle. En compilant les données de ces différents tests et analyses, une image très nette se dégage. Le développement logiciel moderne, ça consiste plus seulement à écrire des algorithmes rapides. L'algorithme LZEMA de 7zip était déjà très performant. Oui, le véritable défi technique, c'était de créer un pont entre ce moteur mathématique éprouvé et les exigences de sécurité et d'ergonomie d'un OS contemporain. L'intégration de la protection Shadow Stack, la propagation de la balise Mark of the Web, l'exploitation des API cryptographiques natives de Windows. Ça transforme un simple utilitaire en un logiciel complètement blindé contre les attaques par corruption de mémoire. Et du côté de l'expérience, l'effort a consisté à éliminer la moindre friction. Le retour à un accès en un clic droit à l'intégralité du menu contextuel, on l'a dit, c'est pas un détail mineur, c'est la résolution de la plainte numéro 1 des professionnels sous Windows 11. Tout à fait. Et que cet exploit technique soit l'œuvre d'un développement communautaire, avec un code source ouvert et auditable par tous, ça souligne vraiment la vitalité de l'écosystème open source. Il est capable de s'approprier les API de Microsoft parfois plus rapidement et plus efficacement que les grands éditeurs. Et cette observation, elle soulève une réflexion de fond sur l'architecture future des systèmes d'exploitation. Laquelle? Si la communauté open source est capable de fournir des outils intégrant nativement des mitigations de sécurité matérielle de pointe et une interface parfaitement alignée avec le design de l'OS, les grandes entreprises technologiques devraient-elles arrêter de développer leurs propres utilitaires basiques en interne? Ah. La question mérite d'être posée. Au lieu de proposer des outils natifs qui sont souvent lents à évoluer, les créateurs de systèmes d'exploitation pourraient simplement intégrer ces projets communautaires matures par défaut. Ouais. Ils pourraient rediriger les budgets de recherche et développement pour financer directement ces mainteneurs indépendants. Ça reconnaîtrait formellement la valeur technique que l'open source apporte à la stabilité et à la sécurité de leur écosystème. C'est un changement de paradigme complet dans la façon dont on conçoit l'outillage logiciel. Tout à fait. Gardez cette mécanique complexe en tête la prochaine fois qu'un double-clic extraira silencieusement des milliers de fichiers sur votre bureau. L'ingénierie qui rend cette fluidité possible mérite d'être comprise. Continuez d'explorer vos outils du quotidien et gardez l'esprit curieux jusqu'à notre prochaine analyse technique approfondie.